Taisez-vous. Non mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Et bonjour à tous, chers amis, on se retrouve, vous le savez, c'est désormais un rendez-vous, un incontournable sur Juste Milieu, c'est l'info de l'écho avec mon cher Lucas Marchand, comment vas-tu? Mais ça va très bien, et toi? Bah en pleine forme, que du plaisir, que du plaisir. C'était les vacances, ça s'est bien passé? C'était les vacances, ça s'est très bien passé, mais je suis content de revenir parce que j'ai la chance d'aimer mon boulot. Ça c'est pas mal, ça c'est pas mal, donc que du plaisir, on se retrouve aujourd'hui, petit tour, enfin même grand tour de l'actualité économique, on a beaucoup de sujets, il y a de la Chine, il y a de la Russie, il y a du gaz, il y a de l'eau dans le gaz même. Il y a tout. Bon, on a du pain sur la planche. Donc on va attaquer tout de suite, vous le savez, ça c'est la petite annonce de départ, si vous voulez retrouver les analyses de Lucas, d'avoir les avis, les recommandations, les réflexions, il y a la lettre gratuite, ça fait plaisir. Ça mange pas de pain, le lien dans la description de la vidéo, vous le savez, c'est que du plaisir toutes les semaines, on se régale, moi je sais, je lis ça avec attention, j'ai les lunettes, je fais attention, et puis voilà, mais aujourd'hui on va justement parler de tout ça avec toi. Pour cette émission très chargée, tu nous emmènes d'emblée du côté de la Chine, ça a bougé. Tout à fait. On en avait parlé il y a quelques mois maintenant, c'était l'histoire Nancy Pelosi qui avait rendu visite. Ça avait mis un petit peu Taïwan ça avait placé Taïwan sur la carte, notamment sur la question des semi-conducteurs. Dis-nous tout, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Alors, moi j'aborde plutôt l'axe économique. Effectivement, il y a cette question de Taïwan, et aujourd'hui on va regarder qu'est-ce qui est en train de se passer au niveau d'une espèce d'une guerre commerciale qui se prépare, en fait, qui se déclare maintenant réellement entre la Chine et les États-Unis. C'était un truc qui était un petit peu en préparation depuis un certain temps, notamment avec Trump, qui avait beaucoup travaillé pour forcer la Chine à descendre ses barrières protectionnistes. Lui-même en a mis de son côté. Il avait pris des mesures sur l'aluminium, sur les métaux, des choses comme ça. Et aujourd'hui, on est vraiment monté d'un cran avec des mesures qui sont beaucoup plus agressives et qui ont plus tellement une dimension économique avant tout, mais aussi une dimension géostratégique, probablement, qui a un rapport avec ce que tu viens de dire sur Taïwan. Donc, c'est vraiment... avant, on était plutôt dans un moment de tension économique entre la Chine et les États-Unis. Maintenant, on est vraiment dans une déclaration de guerre économique. D'ailleurs, les Chinois n'ont pas encore répondu, parce qu'ils étaient très occupés dans leur propre pays politiquement, donc probablement qu'ils répondront un petit peu plus tard. Ce qui s'est passé pour l'instant, c'est que Biden, il a pris une mesure de rétorsion économique, on va dire, contre la Chine, qui est radicale, qui était relativement inattendue et qui est passée un petit peu, j'ai trouvé, inaperçue dans les médias, mais qui a un impact extrêmement important. C'est qu'il a interdit aux meilleures technologies de semi-conducteurs américaines et plus généralement occidentales de s'exporter vers la Chine. Donc ça veut dire les puces les plus avancées, les machines-outils qui permettent de construire ces puces, et les personnes. Il faut savoir que les Chinois, ils sont capables de construire, de fabriquer des puces dans leur propre pays, mais qu'ils ont du retard. Ils ont bien 5 à 10 ans de retard sur les toutes dernières technologies, celles qui sont clés et essentielles pour conquérir en fait les marchés de demain. Et donc là, on comprend qu'effectivement, l'enjeu, c'est ce fameux enjeu dont on avait parlé la dernière fois, de leadership mondial économique et militaire. Là, on parle d'économie. Et donc, l'enjeu, c'est ça. Et probablement ce que les Américains veulent faire maintenant, en particulier par rapport à ce problème de Taïwan, il y a de plus en plus de craintes que la Chine décide de faire un mouvement vers Taïwan. Donc, il s'agit de commencer probablement à mettre des bâtons dans les roues de la Chine pour que ce soit de plus en plus difficile pour eux de développer des technologies, de développer son économie. En fait, l'idée, ça peut être de gagner 5 à 10 ans. D'accord. Ce qu'il faut voir, c'est que les Chinois, évidemment, ils sont conscients depuis longtemps qu'ils ont un problème de semi-conducteurs, qu'ils sont en retard, et eux, ils veulent devenir une puissance mondiale. Ils ont fait des grands pas dans les technologies d'Internet. Les gens le savent ou ne le savent pas, mais TikTok, qui est aujourd'hui la plateforme de réseaux sociaux qui monte le plus, c'est une plateforme qui est chinoise. Donc ça, ils ont réussi à bien avancer là-dessus. Les semi-conducteurs, c'est très compliqué, c'est très difficile. Il y a des connaissances qui sont seulement dans le cerveau de quelques ingénieurs dans le monde. Souvent américains, taïwanais, coréens. Et les Chinois ont beaucoup travaillé dans leur pays pour devenir autonomes à ce niveau-là, mais ils ont encore facilement 5 à 10 ans de retard. Et donc, le fait qu'aujourd'hui les Américains disent « Stop,
Maintenant, on va plus vous donner nos dernières technologies. En fait, ça va les bloquer. Et ça va faire qu'ils vont devoir... En fait, ils vont prendre du retard sur certains aspects très avancés. Donc, les Chinois, ils ont essayé de combler ce gap par le passé. Et c'est pas si simple. Parfois, ils ont eu certains succès, mais d'autres fois, ils ont eu des gros programmes pour essayer d'avancer et ils n'arrivent pas. Donc, on ne peut pas juste se dire, oui, bon, ça va durer 2 ans, et puis dans 2 ans, ils vont rattraper leur retard. Ça, il faut oublier. Donc, il y a un vrai coup dur pour la Chine. Il y a un coup dur qui ne va pas être facile à rattraper. Dans le meilleur des cas, c'est peut-être 5-10 ans. Si ça se passe bien, et s'ils avancent rapidement. Donc, il y a déjà une frustration qui était enregistrée côté chinois sur ça. Et puis maintenant, on arrive avec ce coup très agressif de la Chine, qui est maintenant handicapé probablement pour plusieurs années à ce niveau-là. Et c'est en lien, comme j'ai dit, avec Taïwan, avec l'intelligence artificielle, avec leur matériel militaire, avec leur industrie civile. Alors moi j'ai la question, j'ai la première question, parce que Taïwan est effectivement au centre de ces enjeux-là, décidément. Sur les semi-conducteurs, on parle de 90% du marché, ça, une entreprise taïwanaise, TMSC ou quelque chose comme ça, qui détient 90% du marché. Okay, bon, j'ai pas le chiffre exact, mais je pense que c'est pas, en tout cas pas 90% du marché. Okay. Il y a des entreprises américaines qui sont très très bonnes là-dedans, il y a une entreprise hollandaise qui s'appelle ASML, qui a des technologies qu'elle est la seule à posséder. Et puis chacun a ses spécialités. Alors j'avais noté dans ma préparation, non, envahir Taïwan voilà. résout pas. Il est fort, il a lu dans mon cerveau. Parce que c'est la question qu'on se pose, bien évidemment. Sûr. J'ai été me renseigner, notamment chez Gafcal, la boîte de Charles Gaff, sur laquelle ils sont très très pointus sur la Chine, et puis ils étaient très clairs là-dessus. Donc c'est pas si simple. ASML, voilà, ils sont en Hollande, mais ils sont européens. D'accord. Et ils ont des technologies extrêmement avancées que même les Américains n'ont pas. Pour autant, les Américains sont suffisamment impérialistes, on va dire, ou puissants, pour empêcher ASML de travailler avec la Chine. Parce que la méthode américaine, on la connaît bien, enfin, on la connaît pas. On la voit en ce moment. C'est, je mets des sanctions, et si toi, mon ami, ne respecte pas mes sanctions, je te sanctionne aussi. Évidemment, ASML, ils veulent continuer à vendre aussi leurs produits dans le monde entier, y compris aux États-Unis. Sur le coût économique, il faut voir que le coût, là, comme j'ai dit, il va être très élevé pour la Chine. Pour l'Occident, ça va être un coût probablement en milliards de chiffre d'affaires pour les boîtes comme AMD, comme ASML, qui fabriquent ces semi-conducteurs. Donc ça va leur coûter quelques milliards, c'est pas beaucoup. Donc là, mais par contre, les Américains ont actionné un levier qui montre un petit peu leur jeu. C'est-à-dire qu'ils ont déclaré, peut-être beaucoup plus frontalement, qu'ils rentraient dans le sérieux maintenant. Parce que c'est une chose de mettre des barrières douanières sur l'aluminium, c'en est une autre de dire dans n'importe quelle circonstance, tu n'auras aucun de mon personnel, tu n'auras aucune de mes machines-outils et tu n'auras aucune de mes meilleures puces. Ouais, c'est vrai que c'est un enjeu qui est au centre de tout, parce que ces semi-conducteurs, on les a partout autour de nous, hein, les téléphones, les voitures, enfin tous les objets connectés maintenant. Le monde de 2050 fonctionnera grâce à ces semi-conducteurs-là qui vont évoluer en technologie. Ils sont parfaitement capables de fabriquer un téléphone portable. Là, on parle probablement plutôt des prochaines technologies qui vont arriver. La Chine en particulier, ils sont très actifs sur l'intelligence artificielle. Je pense que c'est une technologie dont les capacités sont vraiment sous-estimées. Et voilà, on verra comment ça se déroule. C'est toujours difficile d'anticiper, mais le consensus de tous les experts est que c'est vraiment violent comme mesure et que ça a un impact direct parce qu'en fait, les boîtes chinoises qui fabriquent des puces, souvent, elles achètent des machines-outils en Occident. Donc là, elles ne vont plus pouvoir les réparer, elles ne vont plus pouvoir en avoir de nouvelles, même pour des trucs plus basiques. Et puis, elles recrutent des Américains, des Coréens, en Chine, qui sont en Chine, pour faire fonctionner tout ça. Et ce qui s'est passé, c'est que tout à coup, je n'ai plus le nom des boîtes chinoises, mais il y a plusieurs grosses entreprises chinoises qui sont actives dans ce domaine-là. Tous les Américains qui bossaient là-bas, ils sont arrivés voir le chef, puis ils ont dit, écoutez patron, je pars. Et c'est quasiment du jour au lendemain. Donc là, on a une disruption en plus immédiate de l'industrie. On attend de voir ce que les Chinois pourront faire. Ils ne peuvent pas prendre des mesures équivalentes parce qu'ils n'ont pas de technologie qu'ils envoient en Europe ou aux États-Unis
qui peuvent couper, donc ils devront aller sur un autre registre. On verra lequel. Mais effectivement, là, moi, je pense qu'on est en train d'assister à un découplage des économies chinoises et occidentales, où les technologies vont partir sur deux chemins différents, et que les échanges vont se réduire de plus en plus, ce qui est malheureux, à mon avis, pour tout le monde, en fait, c'est quelque chose qui va être coûteux à terme pour tous, aujourd'hui plus pour les Chinois, mais demain peut-être plus pour les Américains. Il peut y avoir des répercussions. Parce qu'évidemment, il y en aura, ça c'est déjà sûr. Alors, le problème des Chinois, c'est qu'ils sont très dépendants de leurs exportations. Ils essayent de faire fonctionner leur marché intérieur, mais ils restent très dépendants, donc ils marchent un petit peu sur des œufs à ce niveau-là. Pour faire grandir leur économie, ils ont encore beaucoup besoin de vendre en Europe, aux États-Unis, aux pays qui sont très consommateurs en fait, et puis qui ont installé toutes leurs usines là-bas, et puis qui rapatrient tout ça, ce qui permet de faire travailler énormément de monde, de faire venir beaucoup de richesses en Chine. Donc je ne saurais pas dire comment ils vont réagir, mais je pense qu'ils vont forcément le faire, et qu'ils ont probablement des idées déjà aujourd'hui. On va suivre ça de près. On continue le voyage, l'Europe, direction l'Europe maintenant, avec... Il y a de l'eau dans le gaz. Enfin, d'ailleurs, il n'y a plus de gaz, il y a de l'eau. Il en reste de l'eau. Il y a du gaz sur l'eau aussi, en fait. Il y a aujourd'hui beaucoup de gaz sur l'eau, dans des bateaux, plus précisément, qui ne savent pas où mettre leur gaz. Ça, c'était la... Nickel. Voilà. Est-ce que tu étais au courant de ça déjà? Pas du tout. Pas du tout. Tu sais qu'il y a un problème de gaz en Europe, parce qu'on se fournissait auprès de la Russie, et qu'aujourd'hui on est un petit peu en froid avec la Russie. Il y a un problème. Il y a bisbille en ce moment. Petite tension, et cette petite tension, elle fait qu'il faut trouver du gaz ailleurs. Donc l'Europe s'est dépêchée d'aller chercher du gaz partout où elle pouvait, s'est dépêchée d'acheter ce qu'elle pouvait encore acheter en Russie, et puis a beaucoup fait venir du gaz naturel des États-Unis. Et ça vient par bateau. Et ce qui est en train de se passer, c'est que ces bateaux, aujourd'hui, ils ne savent plus où mettre leur gaz, parce que les capacités de stockage européennes, elles sont pleines. Donc on a parlé un long moment de l'Europe qui allait être gelée cet hiver parce qu'elle n'aurait pas de gaz. On s'éloigne petit à petit de ce scénario. D'accord. Parce que la course, c'était effectivement de remplir les réservoirs jusqu'à 100%, et puis ensuite d'espérer que l'hiver ne soit pas trop froid. Si vous remplissez en Allemagne les réservoirs jusqu'à 100%, vous tenez en conditions de froid à peu près 2 mois, je crois. Okay. Donc ça veut dire que vous devez continuer à faire venir du gaz tout l'hiver pour tenir jusqu'à la fin de l'hiver. D'où l'idée de remplir à 100% et de continuer les commandes en se disant, bon, si à partir de novembre ou d'octobre il commence à faire froid, les gens vont allumer leur radiateur, et puis ça va vider les réservoirs, et puis les nouveaux bateaux vont remplir. Sauf que... Ah, je te vois venir. Je suis en train de comprendre. Je suis pas vif, mais ça me dit quelque chose. Ouais. Il fait chaud. Moi, ce matin, j'avais une chemise, j'ai pris une veste. Je suis vite retourné chez moi, poser ma veste parce qu'il fait chaud. Ouais. Donc, je n'ai pas mon radiateur qui est allumé. Je pense que beaucoup de gens n'ont pas leur radiateur allumé dans toute l'Europe. Ça veut dire que le gaz, on ne l'utilise pas. Et que ces bateaux, ils sont arrivés là et on leur a dit, bon les gars, écoutez, on n'a pas de capacité de stockage, vous restez sur l'eau. Les gars, ils sont sur l'eau, je ne sais pas exactement ce qu'ils font. Ils font rien en fait, ils attendent qu'on leur donne le feu vert, ou certains peuvent essayer d'aller livrer leur gaz dans un autre pays. Ouais. Mais bon, il y a une grande partie de ces bateaux qui sont en attente. Ce qui fait que, qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus de demande? Petit test économique pour Rémi. Attention. Quand il n'y a plus de demande... à zéro, que se passe-t-il pour le prix? Il augmente. Il tombe. C'était pour voir si tu suivais. Il tombe, je le savais, j'avais dit. Il tombe même à zéro. Et il tombe même en négatif, comme le pétrole en 2020. Ah oui. C'est-à-dire que des gens commencent à être prêts à te payer pour que tu prennes leur gaz. Mais ça, c'est pour le gaz qui est vendu aujourd'hui, c'est quelque chose de très marginal. Le gaz, ça se vend, je t'achète du gaz pour dans 6 mois. Et parce que dans 6 mois, je sais que j'en aurai besoin, qu'il y aura eu quand même un peu de froid et puis que j'aurai vidé mon réservoir. Ouais. Donc, je te l'achète à un prix beaucoup plus élevé que zéro. Plutôt autour des 100 balles, des 100 euros, un truc comme ça. Là, le gaz était monté jusqu'à plus de 300 euros sur des futurs. Là, il est descendu plutôt vers les 100. Donc, on a déjà divisé par 3. Mais le spot, c'est-à-dire le gaz que tu veux acheter aujourd'hui, que je te livre aujourd'hui, est tombé à un moment donné à zéro. Parce qu'il y a ce problème.
Est-ce que ça veut dire que c'est le prix réel du gaz pour toujours? Non, évidemment. Ça veut juste dire que les réservoirs sont pleins et que dès qu'on va commencer à utiliser le gaz, le prix va remonter. Et on sait déjà que dans 6 mois, ou même dans 3, la course va recommencer parce que l'année prochaine, l'hiver revient. Oui, mécaniquement. Et le gaz russe ne revient pas. Donc la même course qu'on a jouée cette année va se jouer. Sauf que cette année, on a eu du gaz russe. L'année prochaine, il y aura probablement 0 gaz russe. Donc il faudra de nouveau faire monter les prix pour remplir les réservoirs. Et j'imagine que des réservoirs, ça se construit pas facilement. Ah ben c'est de grandes infrastructures complexes. C'est ça. Alors il y a eu des mouvements assez rapides pour faire venir le gaz américain, d'ouvrir des ports qui sont capables d'accueillir le gaz. Oui, mais j'ai pas regardé ce problème en détail, mais le consensus des experts, c'est que de toute façon, la course recommence l'année prochaine et qu'on a encore une grande incertitude sur ce qui va se passer en 2023. L'évolution du conflit et d'autres. L'évolution du conflit, de toute façon, je ne pense pas qu'on va reprendre du gaz russe. Si on en reprend, ce sera très peu. De toute façon, là, ça va être de nouveau un moment de tension. On ne va pas être sûr d'avoir suffisamment de gaz pour l'hiver. Après, des fois, le marché a tendance à réagir fort et vite. On sous-estime la capacité d'adaptation. Il est aussi possible qu'il y ait un scénario positif. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une incertitude et que l'année prochaine, ça va de nouveau être compliqué pour le gaz en Europe. J'ai l'impression qu'on radote parce que sur le Covid, je crois qu'on avait déjà évoqué ça. Alors bien sûr, contexte complètement différent, mais le grand gagnant de cette affaire de gaz, tu me corriges, mais sont encore les États-Unis qui rendent l'Europe vraiment dépendante. Parce que on est allé faire un peu la danse du ventre en Algérie, par exemple. Emmanuel Macron s'était rendu en Algérie, et Elisabeth Borne qui sont allés voir en Algérie, d'autres pays aussi qui sont producteurs de gaz, mais j'ai quand même l'impression que sur le gaz naturel liquéfié, le fameux GNL, les États-Unis sont les rois du monde, enfin les rois du pétrole du coup. Oui, ils ont un avantage, au même titre que les Russes ont un avantage parce qu'ils ont du gaz, les Américains ont un avantage parce qu'ils ont du gaz. Est-ce qu'ils ont fait péter le gazoduc? Peut-être. Qui sait? Peut-être. Moi, ça ne me choquerait pas, en fait, qu'ils se soient dit, bon, parce qu'il faut se rappeler que Donald Trump, il est allé voir les Allemands, il leur a dit, les gars, en construisant ces machins, vous faites une connerie. Il y a aussi la fameuse vidéo de Biden. Qui le dit lui-même, un journaliste allemand. On sait qu'il y a cette idée-là. Et il y a probablement aussi l'idée que les Allemands sont des grands naïfs d'avoir fait ça, et que peut-être pour leur bien, il faut les trahir. Mais je n'ai pas d'avis tranché là-dessus. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, maintenant, ils vendent beaucoup de leur gaz. Je ne suis pas sûr que ce soit... alors, si quelqu'un a des informations là-dessus, ça m'intéresserait. Je ne suis pas sûr que ce soit économiquement extrêmement important de vendre ce gaz aujourd'hui aux Européens. Pour les Américains... je ne suis pas sûr que ce soit une grande partie de leur économie. En revanche, géostratégiquement, c'est une excellente chose pour eux d'avoir ramené l'Europe vers eux au niveau énergétique. Donc, moi, je pense que, je l'ai dit la dernière fois quand on a parlé de la Russie, je pense que les Américains, sur ce conflit-là, ils sont extrêmement gagnants. Certains disent qu'ils ont calculé tout ça, moi je ne pense pas du tout. Par contre, ils en sortent gagnants, les Russes en sortent perdants, on en parlera après, les Américains en sortent gagnants, les Européens en sortent probablement perdants. Et oui, les grands gagnants de l'histoire, c'est eux. Et aujourd'hui, ils sont en train probablement d'essayer de pousser cet avantage-là, en agissant aussi auprès de la Chine, qui a peut-être vu ce qui se passait en Russie, et qui s'est dit, bon, c'était pas si facile d'aller prendre Taïwan. En plus, maintenant, ils se font couper les semi-conducteurs. Donc, tout ça, c'est des choses qui, je pense, doivent être vues avec un œil inquiet, parce que c'est pas parce que les États-Unis aujourd'hui prennent l'avantage dans la partie que les Chinois ne vont pas oser bouger de leur côté. Évidemment, le pire scénario, c'est que tout le monde commence à s'envoyer des missiles à travers le monde. Et voilà. Et donc, parce que en ce moment, le endgame, le mot final de ce qui est en train de se dérouler, on n'est plus dans les petites guéguerres économiques des années 2000, on est dans les batailles de pouvoir de fond pour savoir quels sont les modèles politiques qui vont s'imposer, quels sont les pays qui vont maintenir leur influence au niveau mondial. Et voilà. Et donc ça, c'est des choses qui ont tendance à faire monter les tensions beaucoup plus fort entre les pays, militairement aussi.
Ouais, c'est pas très réjouissant. Non. Voilà, c'est merci pour l'ambiance, hein. Sympa. Hein. Mais on va quand même un peu rigoler, on va continuer le voyage, enfin rigoler oui et non. On va chez nos amis anglais, c'est ça, c'est sympa. Ça, tu l'avais quasiment dit la dernière fois quand tu avais parlé de Listrus, on a affaire avec Kwasi Kwarteng qui est son responsable de la finance. Ils ont fait un projet de finance, même Bruno Le Maire aurait pas réussi ça. On aurait pu appeler le projet politique le projet étoile filante, puisque ils sont passés comme des étoiles filantes, les deux. Alors, Kwarteng, il a tenu, je sais pas, quelques jours. Ouais, moins qu'elle, du coup, moins qu'une salade d'ailleurs, c'est la blague. Elle était avec la salade, je pense que vous en avez parlé. De la salade, j'avais parlé de la part tranquille. C'est génial. Donc la salade a gagné. Il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. C'était juste qu'on en avait déjà parlé. Donc ça me paraissait juste important de souligner un point. C'est que qu'est-ce qui s'est réellement passé? Pourquoi ils ont dégagé? Parce qu'ils ont proposé un programme qui a fait que, et là ça concerne mes sujets directement, qui a fait que les marchés financiers n'ont pas eu confiance dans la capacité de l'État à rembourser ses dettes, à honorer ses dettes, les obligations qu'elle émet. Ce qui a fait monter les taux, ce qui a fait s'effondrer la livre. Et donc en fait c'est ce qu'on a, c'est comme un peu la police, ces marchés financiers. Alors c'est ce que tout le monde déteste, mais c'est la réalité. Ah oui, ça a sauté aux yeux. Et aujourd'hui, effectivement, c'est le marché qui a dit à Listrus, attends, c'est pas toi le boss, tu t'es endetté auprès de moi jusqu'à plus soif, puis maintenant tu me dis que tu vas aller te bourrer la gueule au bar du coin et dépenser ta paye au lieu de me rembourser. Eh ben non, je te prête plus d'argent. Et donc ça a mis le gouvernement dans un état en fait qui n'était pas tenable, puisqu'il l'a forcé à partir. Et donc c'est juste ce point-là que je voulais souligner, c'est que la réalité du marché, la réalité des taux d'intérêt, et aussi peut-être l'irresponsabilité des gouvernements d'avoir pris ce niveau-là de dette, fait qu'aujourd'hui, ils sont pris en otage ou ils se sont mis en dépendance des marchés et qu'ils ne sont plus tout à fait autonomes pour faire le programme qu'ils ont envie de faire. Bon, je vais faire un peu de populisme fastoche, un peu de propos de comptoir, mais sur ce que tu dis, où effectivement là ça a sauté aux yeux avec l'exemple de Listrus, où vraiment les marchés finalement donnent un peu le rythme de tout ça. Si les programmes proposés vont à l'encontre de leurs intérêts, des notions de remboursement et tout ça, bon bah ils sont capables de créer l'instabilité politique. Donc on comprend mieux en fait que les marchés, avec un majuscule là, la question c'est qui sont les marchés. Voilà, qui sont les marchés, mais ils envoient aussi leurs émissaires. On le voit, on peut s'étonner de moins en moins de voir un Emmanuel Macron en France, ancien banquier d'affaires chez Rothschild, de voir le nouveau Premier ministre britannique Rishi Sunak qui vient de Goldman Sachs. Est-ce que c'est très populo ce que je dis, mais je résume un peu vite, mais on peut presque se demander si le marché de fait n'envoie pas un peu ses propres garanties en mettant au pouvoir des gens qui viennent de son ventre, on va dire. Alors, rappel, je suis un petit peu politologue, donc je connais très bien ce genre de questions, et en particulier pendant mon cursus, j'ai travaillé sur ce genre de questions-là. En fait, c'est ce qu'on appelle les revolving doors, c'est que de tout temps, les personnes qui tiennent les rênes de l'économie, de la politique, fortiori de l'Église, c'est les mêmes. Mais ça, c'est normal. C'est peut-être pas normal, c'est peut-être injuste. C'est comme ça. En Suisse, c'est un cas que je connais bien, voilà, il y a eu des études qui ont été faites où on s'amuse à recouper les gens qui sont dans les conseils d'administration, les boards des grandes entreprises suisses, et qui sont élus. Puis en fait, tu recoupes comme ça, et à la fin, tu te retrouves avec un noyau de personnes qui est partout. Et c'est ce qu'il y a un politologue très connu en Suisse, je ne sais plus son nom, je crois que c'est Hans-Peter Krisi, qui a appelé ça le noyau informel. C'est un noyau de personnes de pouvoir qui est informel parce qu'il n'existe pas officiellement. Mais par contre, si tu recoupes les trucs, tu peux l'observer. Et donc, que ce soit des gens qui ont du pouvoir financier qui arrivent aux commandes, c'est logique, c'est probablement injuste. Mais quand tu sais comment fonctionnent les élections et comment fonctionne le copinage et comment fonctionne parfois, avec des pincettes, la corruption, tu te dis que, bah oui, évidemment, c'est pas l'ouvrier de chez Renault qui va arriver et coucou les gars, je veux être Premier ministre, ça marche pas comme ça, non. Ça marche par plein de chemins, de personnes qui t'apprennent, ça aussi c'est de la sociologie, de personnes qui t'apprennent comment on tire les bonnes ficelles, comment on dit les bonnes choses au bon moment, comment on se comporte dans ces milieux-là. Les banques
on voit ça comme le secteur privé. Mon avis, c'est que c'est une extension de l'État. Donc c'est pour ça qu'il y a souvent des banquiers. L'État utilise les banques pour faire respirer toute son économie. Donc jamais ils vont déréguler ça à un point où ils ne vont pas avoir complètement la main dessus, en fait. D'une manière ou d'une autre, ils ont besoin de maîtriser ça. Donc de mettre des gens qui sont cul et chemise avec eux et vice-versa. Donc non, c'est pas populiste ce que tu dis, c'est réaliste. Et il y a une logique là derrière qui est peut-être un drame du capitalisme, un drame des démocraties. Mais en fait, dans tous les systèmes, tu as ça. Ouais, Chine, c'est une logique presque anthropologique d'autoreproduction de très groupe. Justement dit. Qui dit le pouvoir, c'est l'argent et c'est la politique. Et il n'y a pas de raison de penser que ceux qui ont le pouvoir d'un côté ne l'auraient pas de l'autre. Et ça, je pense que là, il y a une énorme vigilance à avoir toujours, de s'assurer que ce ne soit pas trop le cas. En Suisse, on a de la chance. Il y a quand même ce noyau informel, mais je ne crois pas qu'on a beaucoup d'ex-gros banquiers. Je ne crois pas qu'il y a un mec de Crédit Suisse. Par contre, au Parlement, il y a plein de mecs qui bossent dans les assurances, qui sont dans les boards des banques nationales, de l'industrie suisse, des machines, voilà. Donc, on n'y échappe pas, je pense. Et je ne sais plus pourquoi on parle de ça. Non, c'est le lien avec Rishi Sunak par rapport à la Grande-Bretagne. Alors, le lien, c'est que tout le monde est concerné par ça, que là, c'est pas les marchés qui ont corrigé ce qui se passait avec l'e-stress. C'est pas un émissaire qui est venu leur dire stop les gars. Il y a quand même une différence à faire, c'est que là c'est les marchés qui sont venus dire non, tu vas pas faire ça. Les marchés, ça veut dire simplement que l'ensemble de la communauté des investisseurs n'a plus fait confiance aux obligations de ce pays-là et ont donc fait monter les taux. Et Rishi Sunak et Macron, c'est le même tarif pour eux. C'est pas parce qu'ils font partie de la familia que le marché ne va pas venir les corriger. Le marché, en l'occurrence, il a une certaine neutralité parce qu'il est fait de multitudes d'acteurs dont l'intérêt est de gagner de l'argent ou de ne pas en perdre. Les obligations, c'est souvent les caisses de retraite qui les possèdent. Donc il ne faut pas oublier que derrière, c'est la retraite de millions et de millions et de millions de personnes qui est en jeu. Donc c'est aussi bien qu'ils évitent que les retraités de je ne sais pas quel pays se retrouvent sans rien parce qu'ils ont investi dans un pays qui a une politique irresponsable. Ouais. Et puis pour tirer le fil là-dessus, avant de passer au prochain sujet, on voit bien, si on tourne la tête du côté de l'Italie, par exemple une Giorgia Meloni où on nous dit c'est le retour de l'extrême droite, donc l'Italie va s'écrouler, c'est une catastrophe. Si de fait les marchés assurent la stabilité du pays et qu'elle est toujours là et qu'il n'y a pas eu de mouvement sur les marchés financiers en Italie, mouvement important qui aurait pu mettre en péril le développement économique, on voit bien qu'elle a dû donner, on l'imagine, des garanties. Donc comme quoi c'est pas tant l'extrême droite qui va foutre le pays à genoux et le retour des chemises brunes, quoi. Donc il y a un effet médiatique qui est quand même assez intéressant par rapport à ce que tu dis, si on met ça en toile de fond. Comme j'ai dit, c'est le même tarif pour tout le monde. Giorgia Meloni, quand elle est arrivée, je ne sais pas ce que tu appelles des garanties, mais elle a affiché pour l'instant un programme, je ne sais pas si elle est très très avancée dans les questions budgétaires, mais elle a en tout cas donné des mots rassurants pour les marchés, sur l'Europe, sur sa future politique budgétaire, etc. Elle a montré patte blanche. Il y avait un gars dans les commentaires qui disait qu'elle faisait ça, mais que c'était une sorte d'hypocrisie. En fait, elle avait tout un programme pour sortir de l'Europe, j'en sais rien. En tout cas, elle est allée donner ces garanties-là, et puis ça se passe plutôt pas trop mal pour les Italiens en ce moment. Je pense pas que c'est une question de chemise brune, ou de chemise jaune, verte, et quoi. C'est une question encore une fois, de confiance qu'ont les investisseurs, qu'ont les fonds de pension du monde entier, qu'ont la communauté des investisseurs, dans la capacité d'un État à assumer ses responsabilités quand il vous demande de leur prêter de l'argent. Parce qu'il ne faut pas oublier que ça ne vient pas de nulle part. C'est qu'à un moment, il y a un gouvernement qui est venu dire au monde entier, faites-moi confiance, prêtez-moi de l'argent, je ne vais pas faire n'importe quoi avec. D'ailleurs, je vais vous le rendre et je vais même vous donner un peu d'argent en plus à la fin de ce prêt. Donc, à quelque part, c'est pas quelque chose qui est forcé, c'est une espèce de relation ou d'interdépendance entre les investisseurs qui veulent revoir leur argent et l'État qui a besoin aussi qu'on investisse, qu'on lui prête de l'argent pour pouvoir développer ses activités.
Bon, mais en tout cas c'est intéressant Space. Alors au moins ça met des mots sur ces choses-là, on a souvent un peu le ressenti, on peut le traiter un peu vite comme je faisais tout à l'heure, mais au moins tu nous expliques, on a cette cartographie qui est intéressante et on va continuer justement à expliquer parce que c'est aussi ça juste mieux, parfois on n'est pas d'accord, on se prend le bec, on s'empoigne, mais c'est que du plaisir et on va revenir sur la Russie parce qu'en commentaire, voilà, vous avez été rude, il y en a qui ont été taquins, mais parce que voilà, on papote, on va discuter justement. Tu voulais répondre à plusieurs commentaires sur la Russie, revenir un petit peu sur ce qu'on s'était dit à la troisième émission. Approfondir ce sujet-là. Ils ont été rudes, non, mais même pas en fait. Ils sont tous restés polis. Il y en a beaucoup qui ont dit que je savais pas de quoi je parlais, qu'ils allaient arrêter de regarder les émissions parce que ça allait pas du tout, que je venais de BFM. Enfin, il y avait plein d'arguments. Ce qui m'a frappé, c'est pas tant qu'il y ait des arguments de ce genre-là qui viennent. Tu m'en as parlé, tu m'as toujours dit que forcément ça venait. C'est le jeu, voilà. Ce qui est important là-dedans, c'est que moi je ne suis pas un expert de YouTube, hein, mais en allant sur YouTube, on peut voir que les commentaires sont plus ou moins likés et surtout on remonte les plus populaires. Et ce sujet de la Russie, en fait, quand j'ai dit que la Russie était foutue, je savais que j'allais secouer la fourmilière, je savais très bien. D'ailleurs, je te l'ai dit à la fin de l'enregistrement. Et ça n'a pas manqué. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les gens ont réagi, ils nous ont donné plein d'arguments. La deuxième vidéo que j'ai faite avec toi, j'avais déjà abordé le sujet de l'idéologie et de l'aveuglement qu'on peut avoir quand on tient trop à un sujet. On va en reparler un petit peu parce que ça ressortait de nouveau très fort là-dedans. Et je pense que, vu qu'il y a tous ces gens-là qui ont défendu cette position-là et qui ont, il me semble, une certaine naïveté par rapport aux informations qu'ils consomment, j'ai envie de leur dire qu'il faut qu'ils se défendent. C'est pas parce qu'on ne regarde pas BFM TV qu'on est immunisé à la propagande. Moi, je suis le premier à dire que sur BFM TV, il y a de la propagande. Je suis aussi le premier à dire que sur tous les médias, il y a de la propagande. Bien sûr. Vous ne pouvez pas arriver et dire « je ne crois rien de ce qui se dit sur BFM TV ». Parce qu'il me le cite toujours dans les commentaires « BFM TV ». Et ensuite arriver, je ne vais pas citer de nom, sur une autre chaîne, YouTube, et sous prétexte que c'est YouTube et qu'il est d'accord avec vous, vous avez zéro esprit critique. Mais même sur Juste Milieu, hein, c'est le cas, j'invite souvent les spectateurs à dire, si vous aimez Juste Milieu, tant mieux, restez, mais n'hésitez pas surtout à aller voir d'autres sources d'infos, même contradictoires, surtout contradictoires, justement pour nourrir cet esprit-là. Je vais t'expliquer pourquoi je dis ça, parce qu'il y a des arguments qui ont été donnés dans les commentaires, en fait, qui sont totalement, factuellement faux. Et donc ça veut dire qu'il y a des gens qui nous regardent là, qui consomment l'information d'une manière où en fait ils deviennent les victimes, comme les gens qui regardent que BFM TV, eux ils regardent d'autres trucs, mais ils gobent tout et ils vérifient pas. Et en fait ils se retrouvent dans une situation où quelqu'un abuse d'eux intellectuellement. Et si vous ne vous défendez pas contre l'idéologie, contre la propagande, c'est un truc dont Jordan Peterson parle souvent. Si vous ne vous défendez pas contre ça, vous allez finir par être possédé, et pas possédé par vous-même, pas possédé par un démon, possédé par quelqu'un qui aura su tirer sur vos bonnes ficelles pour en tirer profit. Et ça peut être un profit politique, ça peut être un profit financier. Voilà, ce que j'ai l'impression, c'est que parmi les gens qui nous regardent, il y a des gens qui, quand ils regardent BFM TV, ils prennent le bouclier, l'armure, l'épée, la forteresse, puis ensuite ils arrivent sur YouTube, chez leur gourou préféré, et ils arrivent à poil. Et donc en fait le mec il voit son spectateur qui arrive à poil et il se dit bon c'est open bar, je peux lui raconter ce que je veux, de toute façon il vérifie pas. Ça c'est l'intro. Je suis chaud aujourd'hui. Il va bagarrer. Alors, parmi les arguments que j'ai trouvés, exemple, je suis suisse, donc je ne peux pas comprendre ce qui se passe en Russie. Elle est belle celle-là. Comment vous dire, je ne sais même pas si je dois commenter ce genre de choses. Le mec met ça, et puis, comment on enchaîne là-dessus dans une discussion qui est constructive. Et il disait, parce qu'en Suisse, les frontières ne bougent pas. Ce qui est faux, puisque les frontières, elles bougeaient encore il y a moins de 50 ans en Suisse. Donc, là encore, il y a des gens qui ont des évidences comme ça qui n'en sont pas. Le Jura, je ne sais plus l'année, c'est 70 ou 74. Le Jura rejoint la Suisse, c'est toute une histoire. Ça, c'est l'exemple le plus facile. Autre argument, celui-là aussi, il est facile. Alors,
le PIB de la Russie, j'avais donné cette comparaison-là, que c'était le Benelux. Il y en a un qui a répondu non, mais c'est parce que la Russie cache son activité économique, parce que c'est le seul pays au monde qui est suffisamment modeste pour ne pas pipoter ses chiffres et puis pour rester discret. Donc ça, c'est un exemple où, voilà, quoi que je vous dise, si je vous donne quelque chose de factuel et puis que vous me dites non, mais ça ne va pas dans mon sens, donc c'est de la propagande et du mensonge, ben, en fait, si vous avancez ça, montrez-moi des faits, une étude, une analyse qui montre que la Russie est effectivement le seul pays au monde qui cache son activité économique. Effectivement, il y a un marché gris en Russie, mais il y a ça dans plein de pays. Et puis on a d'autres moyens de mesurer l'activité économique d'un pays que les chiffres de GDP ou de PIB qui publient. Donc là, moi ce que je demanderais aux gens qui nous regardent, je suis hyper content qu'ils réagissent. Mais s'ils avancent des trucs de ce genre-là, je les invite à vérifier ce qu'ils disent ou à l'accompagner d'un document ou de quelques faits, de me rediriger vers une source, parce que au bout d'un moment, je vais arrêter de répondre à ce genre de choses si vous ne faites pas le boulot de votre côté aussi, en fait. Parce que moi, je le fais. Quand j'arrive et que je dis la Russie est foutue, j'ai des raisons de le faire, et je vais aller dans le détail aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est qu'on puisse peut-être avoir plus une conversation, parce qu'en gros, ce qui se passe là pour l'instant très souvent sur les gens qui interviennent, c'est qu'ils disent « Ah, il n'est pas d'accord avec moi, donc il est de BFM TV, donc je ne regarderai plus. » Bah, si vous ne voulez pas regarder, moi je ne veux pas vous forcer, ne regardez pas. Mais par contre, si vous avez ce genre d'argument-là, ne dites pas que c'est moi qui suis la victime de la propagande, alors que factuellement, c'est l'inverse qui est vrai. Pourquoi encore une chose que je veux aborder. Ils disent voilà, il doit consommer justement ces grands médias-là. Mais moi, je suis éditeur indépendant, je publie des auteurs impubliables dont les idées sont tellement radicales que climato-scepticisme, tout ce que vous voulez, forte critique du gouvernement. Philippe Erlin, je travaille avec lui depuis des années, j'espère que les gens le connaissent d'ailleurs. Je ne suis pas d'accord avec lui sur tout, mais je suis capable de le publier, d'être content qu'il bosse avec moi, d'être fier de l'avoir chez Vauban Éditions, de publier ce qu'il dit, ses idées, et je suis capable de voir les deux côtés. Donc, me faire ce reproche, en fait, ça ne fonctionne pas. Vous ne pouvez pas dire, ouais, il est BFM. Donc, les BFM, je ne regarde jamais ça. Les grands médias, je ne les regarde jamais. Je regarde juste j'écoute juste la radio suisse pour savoir ce que le Suisse moyen entend et ce qu'il pense. Mais tout le reste, je ne le fais pas. Donc, les médias indépendants, plus ou moins underground, je les consomme depuis toujours, mais je ne consomme pas que ça. Je recoupe avec des médias spécialisés, moins underground, je recoupe avec des études académiques et je me fais ma propre idée. Voilà un peu comment je fonctionne. Et en tout cas, vous pouvez pas vous en sortir en vous disant oui, non, mais il regarde BFM TV, puis ensuite il vient sur le plateau juste milieu, puis il répète. Non, c'est pas ce qui se passe. Ouais, non, et factuellement, je m'en rendrai compte, on va pas se mentir. C'est à eux que je parle, en fait. C'est à eux que je parle parce que j'ai envie qu'on ait cette conversation et je suis content qu'ils ne soient pas d'accord. En revanche, ils peuvent décider de s'aveugler en s'en sortant par cette pirouette BFM TV, mais alors il faut qu'ils assument qu'ils ne sont pas en train de chercher la vérité, ils sont en train de se rassurer. On va passer au vif du sujet. Alors, la Russie, sa situation économique, ce n'est pas une catastrophe, c'est une situation qui est relativement compliquée. Premier point. J'avais dit la Russie est foutue, c'était provoquant bien sûr, je pense qu'ils sont dans une situation très difficile. Et ce que je veux dire par elle est foutue, je veux dire par là que l'ambition de devenir une puissance de premier plan qu'elle avait, et il y a très peu de chances qu'elle puisse la réaliser. Parce que ça reposait sur certains prérequis, en particulier sur ce qui se passe en Ukraine, de ne pas s'enliser dans une guerre qui est très coûteuse en fait. Et en plus, par-dessus ça, on met les sanctions qui vont lui coûter cher. J'explique pourquoi. Démographie russe. Après la chute du mur, la démographie russe est tombée à des niveaux extrêmement bas
bien plus bas même que ce qu'on a aujourd'hui en Occident, ce qui fait que la Russie se trouve devant une espèce de falaise démographique et ils vont avoir beaucoup de difficultés à faire fonctionner leur économie, à faire grandir fortement leur économie parce qu'ils n'auront tout simplement pas les gens. Et qu'en fait, la population russe, elle diminue. Elle diminue parce qu'il n'y a pas eu assez d'enfants, il y a eu ce gros trou après la chute du mur, et c'est jamais revenu à des niveaux suffisants pour renouveler la population. Ils sont autour de 1,8 je crois. Il faut 2,1 pour renouveler la population. Donc ils sont dans des niveaux aujourd'hui un peu comme l'Occident. En France, vous êtes peut-être un poil mieux, je ne suis même pas sûr, mais 1,8, c'est un peu le genre de démographie qu'on a, de natalité qu'on a en Occident, en Europe en particulier. Donc ils ont ce problème-là, et ils ont en plus des gens qui émigrent, qui quittent la Russie, parce que c'est moyennement attrayant aujourd'hui de vivre dans un pays en guerre, dans un pays qui a des difficultés économiques, dans un pays où c'est difficile de faire du business. Enfin, il y a 1000 raisons. Et donc c'est un premier problème qu'ils ont. C'est que leur population, non seulement elle se réduit, mais en plus, le niveau général de la population en termes d'éducation, de qualification, c'est un challenge parce qu'il y a une fuite des cerveaux qui est documentée assez largement, que vous pouvez vérifier assez facilement. Et vous verrez que notamment les ingénieurs IT, les ingénieurs informaticiens, les gens un peu comme ça, ils quittent. Les milliardaires, ils quittent. Je crois qu'il y a 20% des very net high worth individuals, donc des gens très très riches, qui ont quitté la Russie ces derniers temps à cause de ces problèmes-là. D'accord. Donc c'est pas des petits volumes anecdotiques et c'est pas non plus de la propagande, c'est des choses qui sont faciles à vérifier. Donc premier problème. Certains disent que si la Russie a fait cette guerre-là maintenant, c'est parce qu'ils ont encore les capacités humaines de le faire. C'est-à-dire qu'ils ont encore les mecs de 25 à 35 ans pour aller faire les guignols. Les guignols, c'est pas une bonne manière de le dire. Pour aller faire la guerre, quoi. Ouais. On peut le dire d'une manière plus ou moins brutale, mais bientôt, ils auront moins de personnes comme ça, de ces tranches d'âge-là qui sont... D'accord. Je continue. Fuite des cerveaux, on en a parlé. Une partie de leur production est détournée vers le militaire. Donc quand vous fabriquez des chars, vous n'êtes pas en train de réellement développer votre économie. Les chars, une fois que vous les avez construits, ils peuvent lancer des obus, mais ils ne peuvent pas vous aider à faire de la nourriture, des machines outils, de l'industrie, des services, tout ça. C'est net. C'est un des pays au monde qui a la plus grande proportion de son PIB consacré aux militaires, donc ils sont déjà hauts, ils sont au-dessus de 5 et 6%. Maintenant, ils sont probablement encore plus hauts, je ne sais pas, ce serait à vérifier, parce qu'ils sont en pleine guerre. Donc ça, c'est extrêmement coûteux, ça les empêche de développer leur pays. Dans les arguments intéressants que j'ai vus, on rentre dans les arguments un petit peu plus solides, que j'ai vus sur pourquoi je racontais n'importe quoi quand je parlais de la Russie. Il y avait le fait qu'ils ont des matières premières. Ça, c'est leur grand avantage, c'est clair. Maintenant, avoir des matières premières, historiquement, dans l'histoire économique, ce n'est pas forcément... C'est une sécurité, mais ce n'est pas forcément la garantie d'une économie florissante. Il y a un truc qui s'appelle la maladie hollandaise, qui fait référence, évidemment, aux Hollandais qui ont du gaz dans leur pays, parce que je ne sais pas si tu sais ça, il y a un endroit qui s'appelle Groningen, dans lequel on a puisé du gaz pendant longtemps. On a arrêté de le faire parce que ça crée des tremblements de terre, des réserves de gaz là-bas. Et en fait, on s'est aperçu que les Hollandais avaient de la peine à diversifier leur économie, parce qu'en fait, quand il vous suffit de vendre du gaz, du pétrole, eh ben, vous avez tendance à devenir flemmard. Parce que vous allez remplir les caisses de l'État très facilement avec ça. Après tout, vous n'avez pas forcément besoin de bosser. Donc le challenge pour les pays qui ont des matières premières, c'est d'utiliser les revenus des matières premières pour investir dans leur économie, pour la diversifier. Et ne pas tomber dans le syndrome de la maladie hollandaise. En fait. Ce qui serait un peu aujourd'hui une maladie du Qatar ou de l'Arabie Saoudite, qui sont des économies ultra dépendantes. Il faudrait rentrer dans le détail. On pourrait faire une émission là-dessus, ou un chapitre. Dans les pays du Golfe, ils ont énormément investi leur argent pour acheter des entreprises, pour faire de la technologie. Dubaï, hub international. Pendant que eux ils faisaient ça, en Russie, ils fabriquaient des chars. Et en fait, ça veut dire que voilà, c'est forcément moins productif sur le long terme.
Ils ont des super ingénieurs, ils ont des bonnes formations, les Russes, ils ont plein d'avantages, mais moi, la conclusion que je tire, c'est qu'ils ont de la difficulté à diversifier leur économie et qu'ils sont bons sur certains points très précis, souvent qui touchent aux militaires. On parlera après des missiles hypersoniques. Ils ont les missiles les plus avancés qui existent. Donc, preuve qu'il y a de l'intelligence, mais est-ce que cette intelligence est déployée dans une direction qui va permettre à la Russie d'exister en tant que force de premier plan dans 10-20 ans? Je suis moins sûr. Donc les matières premières ne suffisent pas à faire de vous une grande puissance économique et ne vous permettent pas de vous développer aussi facilement que si vous avez une économie diversifiée comme les États-Unis, qui ont, on l'a vu, des semi-conducteurs qui leur permettent de développer plein de choses. Aujourd'hui, il y a des sanctions qui sont mises maintenant sur la Russie, qui va faire qu'elle va pouvoir principalement technologiquement s'alimenter à peu près uniquement auprès de la Chine et d'autres pays, mais probablement que les Chinois ont le plus de choses à leur apporter, d'autant qu'ils sont à leurs frontières. Et donc on va aussi voir l'économie russe péricliter dans certains secteurs parce qu'elle n'arrive plus à renouveler les machines, le matériel pour réparer le parc existant ou pour développer de nouvelles choses. Alors effectivement, l'idée, c'est de développer tout ça en interne ou de le faire avec les Chinois, mais ça reste quand même beaucoup moins optimal que de le faire avec le monde entier, surtout avec des industries occidentales qui ont des capacités très importantes, comme par exemple les semi-conducteurs. Le pivot asiatique. Et un autre argument qui vient souvent, c'est que ce que va faire la Russie, c'est que puisque les Européens ne veulent plus acheter notre gaz et notre pétrole, on va le vendre aux Chinois. Alors ça marche un peu, sauf que les Chinois, ils ne sont pas bêtes. C'est pour ça que je disais qu'aujourd'hui, la Russie était dans la main de la Chine. Ouais. Parce que si la Chine les lâche, ils ont quasiment plus personne. Donc le pétrole qui est vendu en Chine, il est vendu avec une réduction de 35 $. Donc il est vendu avec un rabais très important. Ils ne sont pas bêtes, les Chinois. Ils se sont dit, bon, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Hein. On est parmi vos seuls clients. Effectivement, il y a l'Inde qui a été citée dans les commentaires, qui achète aussi. Par contre, il y a quelqu'un qui a dit que l'Inde allait acheter le gaz russe. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Et ce pivot asiatique, il n'est pas si simple. La Russie ne peut pas tout d'un coup dire je vais vendre mon gaz en Chine. Aujourd'hui, la Chine, elle est capable d'absorber 10% de ce qu'elle envoyait, de ce qui était envoyé en Europe. Le reste, il faut le développer avec des pipelines, des gazoducs. Ces gazoducs, c'est des années pour les construire. Oui, tu t'envoies pas ça en colissimo. Non, pas du tout. Et ça demande des compétences, encore une fois, qui pourraient venir aussi à manquer. D'accord. Peut-être, ça, à voir. Et l'Inde, t'oublie. Il n'y a pas... Alors, encore une fois, si vous me dites des trucs dans les commentaires, comme le fait que c'est $1 pour la Russie parce que, de toute façon, ils vendent leur gaz en Inde, montrez-moi un document qui montre ça. Moi, du coup, je suis allé faire des recherches parce que, contrairement à certains d'entre vous, je fais le boulot. Et je suis allé voir si je trouvais les débits. Alors oui, j'ai bien trouvé le gaz qui part en Chine, mais je n'ai pas trouvé le gaz qui part en Inde. Donc je pense qu'il n'y en a pas. Et que donc, on n'a que 10% par rapport à ce qui se faisait en Europe. Et il y a encore un peu de gaz, je crois, qui part de la Russie vers l'Europe encore maintenant, mais très peu. Donc là, la question de ce gaz, ça va être compliqué pour la Russie. À terme, cette année, ils ont encore pu vendre du gaz aux Européens. L'année prochaine, ce sera probablement totalement terminé. D'accord. Probablement que les Américains vont s'arranger pour que ça soit on leur fait confiance. Peut-être. À voir. Et ce qui est, voilà. Et donc, vous ne pouvez pas faire une pirouette comme ça en vous disant ça va être facile. Ils vont le... Non, il y a une vraie question là-dessus. Et d'ailleurs, Vladimir Poutine, récemment, a dit nos pipelines, nos gazoducs sont prêts pour les Européens, on peut les rouvrir si vous voulez. Donc, voilà, il y a une relation d'interdépendance, ça ne va pas dans un sens, bien sûr que les Européens souffrent de ça, et peut-être qu'ils n'auraient pas dû le faire, moi j'ai mon avis là-dessus, vous avez votre avis, mais dire que c'est gratuit pour les Russes et puis que le prix a augmenté, donc ça va être facile, ils dépensent beaucoup d'argent dans leur économie aujourd'hui pour la maintenir à flot, parce qu'il y a eu des arrêts complets suite à cette guerre. Il y a du matériel logistique qui vient de l'Occident qui ne vient plus. Il y a une vraie difficulté en fait
à continuer à faire marcher l'économie. Donc ça, c'est quelque chose qui ne se résout pas en un claquement de doigts. Et les prix élevés des matières premières, ça aide à maintenir, comment dire, sous transfusion, sous perfusion l'économie russe. Mais au bout d'un moment, il faut qu'elle puisse tenir sur ses deux pieds, parce que si les prix de l'énergie redescendent, ce qui est loin d'être sûr, hein, on peut très bien rester haut, et ça va les arranger. Par contre, ils ont ce danger-là, c'est encore un risque supplémentaire. Si tu regardes l'état de la bourse russe, c'est catastrophique, c'est les pires performances que tu peux trouver dans le monde. Et en fait, les gens qui investissent, encore une fois, aujourd'hui, c'est beaucoup des gens russes qui voient ce qui se passe dans l'économie russe, et s'ils vendent leurs actions, c'est pas pour rien. Même Gazprom, qui vont de l'énergie, ils ont perdu, je crois, 80% depuis le début de la guerre. C'est énorme. Alors qu'ils encaissent à fond. Mais ça, c'est du court terme, et peut-être qu'à long terme, il y a des questions beaucoup plus importantes qui se posent. Je ne dis pas, encore une fois, que j'ai la science infuse. Si vous avez des éléments, mettez-les dans les commentaires. Mais ça, je pense qu'on ne peut pas ignorer ça et puis juste balayer ça d'un revers de main et puis dire ça va être facile. Et regardez, ils ont des matières premières, tout va être simple. Le problème en Europe, là, en ce moment, c'est l'inflation. Tu penses qu'elle est de combien l'inflation en Russie aujourd'hui? Ah, attends, il me teste. C'est un quiz. Je crois qu'en plus, on n'est pas à 19 ou 20? Ils étaient à 17. Oh, je suis pas loin. Hein. Ouais, je suis pas médaille field, mais on n'est pas loin. Là, ils sont à 13. Ça descend assez vite. On verra comment ça évolue. Tous les mois, là, ça descend. Le problème, c'est que quand tu te coupes de... J'ai regardé, hein, c'est à peu près 30% de l'économie mondiale, c'est l'Occident. Tu te coupes de 30% de l'économie mondiale, et forcément, c'est plus dur d'acheter des choses. Donc, tu vas avoir peut-être tendance à les acheter plus cher par ailleurs, etc. Ou tu vas simplement manquer, et ça va créer de l'inflation. Et donc, on a probablement là encore un problème pour la Russie, qui est de s'approvisionner et de ne pas avoir ses prix trop augmentés. Et c'est intéressant parce qu'il y en a aussi dans les commentaires qui ont pointé le fait que les Russes ne sont pas trop endettés, contrairement aux Occidentaux, les pêcheurs. Et vraie question, bonne remarque, est-ce que ça sauve la Russie? Ça leur laisse une certaine flexibilité, mais je pense que ce serait un point à creuser de savoir jusqu'à quel point ça leur donne comment dire, une résilience économique importante. Parce qu'au bout d'un moment, même si vous n'avez pas trop de dettes, si vous commencez à rentrer en déficit, ce qui est arrivé à la Russie, qui malgré tout cet argent qu'elle a encaissé dernièrement grâce à l'énergie, est entrée en déficit, et que vous n'avez pas vraiment accès aux marchés internationaux. Enfin là, il y a beaucoup de... Je suis sûr que Charles Gave saurait bien mieux que moi répondre à ça. Là, on rentre vraiment dans des trucs un peu plus complexes. D'accord. Mais enfin, on ne peut pas non plus s'en sortir d'une pirouette en disant ils n'ont pas de dette, donc en fait tout va bien aller pour eux. J'avais beaucoup de choses à dire, hein, je t'avais prévenu. Ouais, on a un joli tour d'horizon là. On est bien. Je crois que j'arrive au bout. Je crois que j'arrive vraiment au bout. Oh, c'est pas vrai. Ouais. Je voulais encore dire que parler des missiles hypersoniques. Oui, tu l'as évoqué tout à l'heure. Parce que ça, c'est venu dans les commentaires. Donc là, j'essaie de répondre à tout ce que vous m'avez dit. Donc je vous prends au sérieux. Et en vous prenant au sérieux, j'espère que certains ont remarqué que la nature des commentaires était souvent pas très solide et que donc, moi, je suis d'accord de faire le taf de mon boulot, de mon côté, mais vous faites le boulot aussi de votre côté et essayez pas de vous en sortir avec une pirouette en disant Lucas Marchand la nuit, il vient de BFM TV, donc j'ai raison. Bref, missile hypersonique, c'est un truc qui revient typiquement dans tous les médias russophiles qui ont envie de voir une Russe invincible. Les missiles hypersoniques, ça vous permet de frapper, par exemple, Londres de façon extrêmement rapide sans que le missile soit facilement interceptable. Mais en fait, ce n'est pas une balle magique qui vous permet de dire que donc la Russie est invincible et peut mettre à genoux l'Occident en entier d'un seul coup. Non, une guerre nucléaire, ça ne se déroule pas comme ça. Ce qui se passerait probablement, admettons qu'on ait des missiles hypersoniques qui viennent sur Londres, Washington et je ne sais quoi, c'est que vous avez ce missile qui part d'un côté, mais ce n'est pas parce que vous avez tiré le missile le premier que vous avez gagné. Il y a des sous-marins, il y a des bases, vous ne pouvez pas tout attaquer d'un seul coup, surtout pas les sous-marins. Et puis, évidemment, que l'Occident s'est préparé à ce genre de situation-là, même s'ils n'ont pas les missiles hypersoniques, et qu'ils peuvent riposter et taper directement Moscou. Donc, l'équilibre des forces
n'est pas si déséquilibré que ça par l'existence de ces missiles hypersoniques. Et j'ajouterais que même si les tests américains ne se passent pas très bien, on parle de quelques années ou plus, quoi. Donc ces missiles hypersoniques, ça ne vous suffit pas pour donner un laissez-passer à la Russie, avoir une menace sur sa capacité à exister au premier plan, je répète, dans les prochaines années. Handicap politique de la Russie. Je vous invite, alors deux choses. Pour le volet économique, je vous invite à regarder l'étude de Yale qui a été faite. Je te passerai le lien. Ce sera en description. Les mecs, ils ont fait un gros boulot sur l'économie russe. Très intéressant. Peut-être qu'ils ont leur biais, encore une fois, mais on va être critique sur tout et pas seulement sur un seul côté. Mais le document est bien fait, il est solide et il montre que ça va être compliqué. Pour le côté politique, je te donnerai un autre lien qui est celui d'un podcast avec Nassim Taleb. Alors on va me dire que Nassim Taleb, il est présentateur sur BFM. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui vaut la peine peut-être d'écouter. Je ne sais pas si tu le connais un peu. Si, le signe noir. Le signe noir, Fooled by Randomness, enfin, Skin in the Game. Plein de concepts, mec très intéressant, très provocateur. Il a donné un podcast, il s'intéresse en ce moment à l'État-nation, justement, et à la décentralisation, qui est moi une de mes grandes marottes. Et il a fait un podcast sur Econ Talk, dans lequel il parle en particulier de la Russie, mais aussi des États-Unis, de l'Allemagne, de la Suisse, en expliquant comment Small is Beautiful, comment la décentralisation, les petits États historiquement, ont plus de succès que les grands États qui sont rigides. Quels sont les États? Quel est l'État qui a le mieux fonctionné ces dernières années? C'est Singapour. Ce n'est pas la Chine, ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas la Russie. C'est Singapour. Où vont les gens aujourd'hui quand ils ont envie de mener leur meilleure vie? Moi, je n'irai pas. Ouais, pareil. Ils vont à Dubaï. Dubaï, ouais. Et la grande motte aussi. Donc, ouais, c'est un autre débat. La Suisse est un pays qui fonctionne très bien, qui est petit, qui en plus d'être petit est décentralisé jusqu'au niveau de la commune. Donc parfois c'est 300 personnes, la commune. On descend le pouvoir. Les États-Unis sont un énorme pays, mais qui a aussi une forte décentralisation, des aspects démocratiques, de transparence sans être parfait, qui existent quand même de façon générale. Et Nassim Taleb en parle très justement, avec beaucoup de pertinence, dans ce podcast, qui est malheureusement en anglais, mais bon, comme voulez-vous, je suis atlantiste, ça se refait pas. Argument santé. Il y en a un qui m'a mis dans les commentaires: il faut aller à Moscou, vous verrez, les magasins sont bien achalandés, pas comme chez nous. Très bien. Mais Moscou, c'est pas la Russie. Et si vous regardez un petit peu les chiffres de santé en Russie, c'est le pays, je pense, le plus alcoolique au monde. Donc en fait, vous construisez pas. C'est difficile de construire une économie hyper solide quand vous avez des taux d'alcoolisme qui sont aussi importants que ça. C'est un exemple. Hein. L'espérance de vie, c'est 15 ans de moins en Russie. Il faut se rendre compte, 10 à 15 ans de moins qu'en Occident. Donc ça vous dit le niveau de développement économique où ils sont. Oui, ils ont des missiles hypersoniques, mais peut-être qu'ils auraient dû investir dans d'autres trucs, comme dans les gens. Il y a eu une progression quand même, on peut l'imaginer, depuis la chute du mur quand même. Il y a eu une catastrophe. On a parlé de la démographie tout à l'heure. Ouais. Après la chute, là, c'est catastrophique. Ensuite, il y a une progression. Le gouvernement russe est parfaitement conscient de ce problème-là, de ces problèmes-là. Sur l'alcoolisme, je ne sais pas s'ils ont fait beaucoup de progrès. Sur le sanitaire, par contre, ils ont eu des grands programmes pour essayer, parce qu'il y a une part non négligeable des Russes qui n'ont pas de toilettes à l'intérieur, pas de tuyauterie correcte, enfin, qui vivent dans un contexte économique qui ressemble plutôt à celui des années 50, quoi. Et ça fait que c'est pas parce que voilà, vous avez un Moscou moderne qui fait vitrine que c'est comme ça dans tout le pays. Oui, puis en plus, pour combattre l'alcoolisme, c'est pas en donnant le passeport russe à Gérard Depardieu qu'ils vont s'en sortir. Non. Ça fait doubler les chiffres aussi. Je peux parler de Gérard Depardieu. Alors écoutez, il est allé là-bas. Peut-être que... Parce qu'on parle de la fuite des cerveaux russes, mais on ne parle pas de la fuite des ventres de France vers la Russie. Ça, c'est encore un autre truc. Bref, ce qui se passe en Russie, c'est que la fuite des cerveaux dont on parle, c'est des mecs hyper qualifiés aussi. Et donc, j'en ai déjà parlé, mais j'en reparle parce que ça touche en fait à ça, c'est que vous avez une population générale qui est dans un état assez compliqué
Et en plus, vous avez des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes très qualifiées qui ont été formées, souvent en Russie, qui sont en train de partir. Peut-être elles reviendront, une partie est revenue en partie. Mais voilà, il y a encore cet aspect-là. Et puis, j'en ai fini. On a fait le tour. C'était plus que complet. La conclusion, le clou du spectacle. Attention. Ma conclusion par rapport à toute cette discussion, c'est qu'en fait, les gens, ils ont le droit de regarder et de faire confiance à qui ils veulent. Mais à un moment donné, vous devez décider si vous faites de l'infodivertissement, si vous consommez de l'infodivertissement et que vous absorbez ce qu'on vous dit sans esprit critique. Ça vaut pour BFM TV, apparemment les gens l'ont bien compris. Ça vaut pour tout. Ou si vous voulez vous intéresser vraiment à trouver la vérité et que vous êtes prêt à adhérer à une réalité qui n'est peut-être pas ce que vous pensiez au début, mais que vous êtes prêt à changer d'avis. Et moi, je pense que je suis capable de changer d'avis. J'écoute tout type de médias, sauf la télé et la radio, comme on l'a dit, mais podcasts, livres, recherche universitaire, certains... De lettres d'info. Il y a mille choses, en fait. Et moi, j'ai besoin de varier mes sources pour pouvoir recouper des trucs. Et des fois, je tombe d'un côté et des fois, je tombe de l'autre. Et donc, ça, c'est un vrai choix pour, je pense, tous les gens qui nous regardent. Mais vous pouvez pas ce qui est sûr, c'est que vous ne pouvez pas en même temps m'accuser de tomber dans la propagande si dans votre commentaire, on peut, en 5 minutes de recherche, voir que vous n'avez pas fait le boulot. Parce que là, vous vous fourvoyez, et je ne dis pas ça pour vous embêter, je vous dis ça parce que en fait, vous serez les victimes. Quelqu'un va profiter de ça. Et c'est pas peut-être, c'est sûr. Évidemment qu'il y a des gens qui observent quelles sont les opinions des autres, qui observent quelles sont les grandes idéologies qui tournent, et qui utilisent ça, quand il n'y a pas d'esprit critique, pour vous manipuler. Parce qu'en fait, c'est ça qui se passe, c'est de la manipulation. Donc, je pense que si j'ai un message, c'est ça. Et puis, dernière chose, vous allez probablement pas être content de tout ce que j'ai dit aujourd'hui, mais alors, mettez dans les commentaires, mais mettez-moi des trucs factuels, mettez-moi vos sources, parce que là, il n'y a rien qui m'a réellement convaincu. À chaque fois que je suis allé creuser, il n'y a pas grand-chose, en fait. Donc, je suis le premier à être content d'être détrompé. Allez-y, lâchez-vous, mais l'argument BFM, ça ne me prend pas. Bah oui, ça c'est vrai. Mais c'est aussi ça, l'esprit juste milieu, voilà, c'est tout. On bagarre, on s'aiguise les neurones, et ça c'est intéressant. Voilà. C'est cet esprit-là, on est ravis d'entendre tous les avis, toutes les idées sur juste milieu. Donc encore une fois, merci. Merci beaucoup mon cher Lucas, que du plaisir pour ce 4e épisode de l'info de l'écho. On l'a dit en introduction, on peut te retrouver dans ta lettre, c'est toutes les semaines, le lien en description, vous connaissez la maison. Une fois de plus, merci beaucoup. Merci à toi. Rendez-vous, alors attention, petit point planning, je pars en vacances moi-même la semaine du 7 novembre. Donc, on va tourner, je pense, on aura l'émission dans 3 semaines. Prochain épisode, voilà, que ce soit dit. Donc, on sera la semaine du 14-15 novembre, quelque chose comme ça. D'ici là, à vos sources, à vos commentaires, à vos arguments. Lucas, merci beaucoup, les amis. Merci à vous d'être là. N'hésitez pas à découvrir les autres vidéos, juste mieux, vous le savez. Vous pouvez vous abonner. Enfin, vous connaissez, on radote. Je vous embrasse. Et puis, à très bientôt. Et puis, voilà. C'est dans la boîte.